Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Mayotte, une ville qui est une île qui est au cœur de l'actualité. Nous recevons Monsieur Salmon. Monsieur Salmon, vous êtes un connaisseur des îles. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, maintenant on commence. Moi j'ai fait ma thèse sur les petites économies insulaires et je suis maître de conférence donc des universités françaises avec un poste à la Martinique. Donc ça fait faculté de droit et d'économie de la Martinique, Université des Antilles. Donc ça fait 30 ans que je suis les dossiers d'outre-mer comme académique, comme enseignant-chercheur, mais aussi comme consultant auprès des collectivités locales en matière de stratégie et de politique publique. Donc vous êtes rendu des dizaines de fois à Mayotte, on est d'accord. Des dizaines de fois non, mais plusieurs fois et de manière stratégique, notamment autour du moment où il préparait l'accession au statut de région ultra-périphérique. Donc un peu de temps après le statut de département d'outre-mer, c'était la question de savoir qu'est-ce que Mayotte allait faire du point de vue du droit européen. Ils ont choisi de devenir RUP. Donc il y avait effectivement RUP, région ultra-périphérique, comme les Antilles, la Réunion, etc. Et donc effectivement, il y avait tout un gros dossier à préparer. C'est une longue série de problématiques d'adaptation qui n'est pas simple. Parfait, Monsieur Salmon. Donc, on voit dans l'actualité, on voit les gens s'écharper, ne serait-ce que dans la presse. On parle de crise migratoire extrêmement importante, de crise sociale, de crise populaire, même peut-être de crise politique, un peu comme à la métropole avec Monsieur Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, toute comparaison n'est pas raison, mais oui, c'est une crise, c'est une crise aiguë et qui va de dureté en dureté. Jusqu'on voit, on va en reparler tout à l'heure médiatiquement, des élus locaux qui appellent à des interventions armées côté comorien pour empêcher les envois d'immigrés à Mayotte, ou encore d'un député, enfin un autre élu local qui appelait à en tuer quelques-uns pour se débarrasser du problème migratoire. Donc, on ne peut pas faire plus aigu que ça, que quand dans la République française, on entend des propos comme ça tenir dans les médias, même si ce sont des médias locaux. Par où voulez-vous que je commence? On peut dire que Mayotte, en réalité, c'est une économie au départ très sous-développée, sur laquelle on essaye de plaquer l'organisation institutionnelle française en la départementalisant pour en faire ce qu'on appelle un département d'outre-mer. Et donc, au départ, c'est une économie très sous-développée. Elle l'est d'ailleurs encore largement. Et il y a une volonté un peu irréaliste et un peu hérétique, on pourrait même dire, de vouloir développer un territoire comme ça par décret administratif, je dirais. On a encore fait ce qu'on fait le mieux en Occident, on a sorti l'arrosoir à pognon. C'est ça que vous voulez dire? On a plaqué des réalités qui sont inadéquates ou je simplifie trop? Oui, il y a de ça. On va aborder le sujet, il y a de ça. Mais en tout cas, on peut peut-être planter le décor un peu sur un plan historique, sans remonter à 10 siècles en arrière, mais simplement à la période des indépendances politiques en Afrique, où effectivement, du point de vue de la gestion coloniale à l'époque des choses, il y avait un archipel qu'on appelait les Comores, qui était fait de 4 îles, Grand Comore, Moélie, Anjouan et pour finir Mayotte. Et ces 4 îles donc faisaient la même unité, on va dire administrative du point de vue des colonies françaises. Et au moment des référendums pour l'indépendance, en 1974, dans la loi à l'Assemblée nationale française pour organiser le référendum aux Comores, il fut décidé, certainement à la demande des Mahorais, les habitants de Mayotte déjà à l'époque, il fut décidé de consulter chaque territoire pour lui-même. Et là où les 3 autres îles ont voté pour l'indépendance, comme le faisaient la plupart des pays colonisés à l'époque, ils ont choisi l'indépendance. Ça a donc débouché sur l'État des Comores, un État indépendant, et à partir de 1974. Mais Mayotte avait choisi, elle, de rester française, sa population, et donc il s'est retrouvé détaché, on va dire, sur le plan politique, institutionnel, etc., détaché des Comores en étant ce qu'on appelle un territoire d'outre-mer français. C'est-à-dire, c'est dans la Constitution française, il faut savoir qu'il y a 2 types d'outre-mer, ça faut bien comprendre ça peut-être une bonne fois pour toutes. Il y a les outre-mer qui sont dans l'identité législative, c'est-à-dire toutes les lois françaises s'y appliquent, sauf mention contraire dans un article de la loi. Donc ça, c'est les départements, comme on les appelle traditionnellement, donc la Guadeloupe, la Martinique, etc., la Réunion. Et puis les territoires, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les lois françaises ne s'y appliquent pas, sauf si dans la loi il y a un article qui en fait mention expresse en disant cette loi sera appliquée à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie, etc.
Et donc Mayotte était sortie donc de l'entité Comore dans les années qui ont suivi ce référendum 74 en devenant un territoire d'outre-mer. Mais depuis ce moment-là, l'État comorien a toujours revendiqué sa souveraineté sur cette quatrième île de l'archipel. J'en veux pour preuve, parce que j'ai fait aussi pas mal de missions aux Comores, à la capitale notamment pour la commission des océans Indiens dans ma carrière, et sur la grande place publique des Comores, à côté du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie, il y a une grande pancarte où c'est écrit noir sur blanc, en gros, on ne peut pas le rater, Mayotte est et restera toujours éternellement comorienne. Donc voilà un petit peu. Alors ce qui se passe, c'est que pendant les 20 oui, donc on a fait la pause, on était coupé au moment où je disais que donc à l'issue de l'indépendance des Comores, Mayotte était un territoire français d'outre-mer et abandonné, on va dire, par Paris en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette revendication des Comores à côté. Les deux pays d'ailleurs, la France et les Comores, sont membres de l'organisation régionale qui s'appelle la Commission de l'océan Indien. Alors la France y est membre au nom de la Réunion, mais surtout pas au nom des Comores, au nom de Mayotte, pardon, j'y reviendrai. Et donc, pendant 20 ans, ce territoire était un peu à l'abandon sur le plan du développement et des financements publics. Il y avait peut-être une seule route goudronnée qui faisait le tour de l'île, et puis c'est tout. Et puis arrive la présidence de notre Jacques Chirac national, qui estime, à juste titre, d'un certain point de vue, que la République française ne peut pas souffrir une pauvreté aussi abjecte, fût-elle en Afrique australe, sur son territoire, et qu'il était donc temps de s'occuper proactivement du développement socio-économique de Mayotte. Ça, à la limite, si on écarte la problématique géopolitique internationale du statut de Mayotte et que on considère Mayotte français, on peut dire c'est évidemment une très bonne chose de voir développer ce bout de territoire à 12 000 kilomètres de l'Hexagone, mais peut-être que l'idée qui a été à ce moment-là approuvée par Chirac et poussée par la population locale, on sait pourquoi, je peux y revenir, d'en faire un département d'outre-mer plutôt qu'un territoire renforcé, a été, on va dire, le deuxième croisée des chemins extraordinairement décisive pour le bien ou pour le mal, enfin pour le meilleur ou pour le pire, pour Mayotte, parce que il était question à ce moment-là que dans un horizon raisonnable, Mayotte devienne un département d'outre-mer. Sauf que, vu de là où elle partait sur le plan linguistique, sociologique, culturel, économique, enfin on peut lister tous les adjectifs qu'on veut, elle n'était absolument pas prête, même avec un programme progressif sur le long terme, de devenir d'homme. C'est un peu, je dirais, avec mon expérience antillaise, c'est un peu une répétition, un bis repetita, de ce qui s'est passé dans les années 40, en 1946 pour être précis, aux Antilles, qui étaient également à ce moment-là dans un état de développement économique et social, on va dire, calamiteux, peut-être moins pire que Mayotte dans les années 70, toute proportion gardée, chacun à son époque, et qui ont donc, sous la houlette à l'époque d'Aimé Césaire, son écrivain, poète et homme politique bien connu, ont décidé de monter la problématique, le programme de départementalisation, puisque en réalité la départementalisation jusqu'à présent c'est le meilleur moyen de s'assurer de l'automaticité des aides sociales en fait. C'est ça. Alors que quand on est territoire d'outre-mer et qu'on n'a pas ce rattachement complet sur le plan législatif à la France peut soutenir à bout de bras ces territoires aussi, si elle le souhaite budgétairement, ce qui s'est passé d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, aussi par rapport à ce qu'on sait en Polynésie, mais ce n'est pas, disons, aussi automatique sur le plan juridique. Et donc le choix de la départementalisation, c'est d'abord et avant tout un choix de s'assurer légalement que rien ne pourra empêcher le transfert de l'assistance sociale. Ça part de là, en fait. On peut vous raconter ce qu'on veut, mais ça part de là. Jusqu'à présent, même, il y a des poussées indépendantistes dans les Outre-mer. On en reparlera la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de Mayotte, a priori. Mais ces poussées-là sont souvent limitées à des enjeux locaux. Et dès qu'il s'agit de l'enjeu du statut, le retour au départementalisme est omniprésent et ultra dominant. Donc, effectivement, Chirac promet de faire un département d'outre-mer à Mayotte. En 2011, je crois, première, ou pour 2010 ou 2011, première consultation populaire de la population locale qui, à plus de 90%, approuve
la question qui était posée, qui était de dire, voulez-vous être un département d'outre-mer à horizon 10 ans? Donc, on avait déjà bien conscience qu'il y avait une problématique d'adaptation, non pas de la loi française, évidemment, mais du territoire à s'adapter à la loi française. Et donc, on me raconte à l'époque, j'étais en mission à l'époque là-bas, à Mayotte, et là, des entrepreneurs locaux me racontent que s'il y a eu 8% qui n'ont pas voté oui à cette consultation de devenir d'homme dans 10 ans, c'est pas parce qu'ils étaient contre le fait d'être d'homme, c'est qu'ils voulaient que ce soit tout de suite, et pas dans 10 ans. donc 80, plus de 90% votent pour, et puis effectivement, 10 ans plus tard, vote confirmatoire, et passage dans la foulée, sur le plan administratif et institutionnel, passage au statut de département d'outre-mer, plaqué sur une réalité qui était complètement, je dirais, réfractaire à un tel passage. Alors, quand j'y étais, moi, en mission, dans une de mes missions, c'était au même moment, c'est très intéressant, c'était au même moment du passage de la mission de Christian Estrosi, qui était secrétaire d'État pour une courte période, je crois 8 mois à peu près, secrétaire d'État à l'outre-mer pour le gouvernement Chirac. Et il avait eu d'ailleurs la bonne idée de se déplacer en vol régulier, ce qui fait qu'on l'a vu revenir en grande pompe sur le tarmac pour monter à bord de notre avion retour via La Réunion pour Paris. Et donc, il se faisait fort partout où il passait, Monsieur Estrosi, secrétaire d'État outre-mer à l'époque, de dire que, attention, c'est une départementalisation, mais c'est une départementalisation progressive. Évidemment, parce que si du jour au lendemain, on plaquait tout, c'est-à-dire on plaquait l'organisation institutionnelle, y compris des choses, on va y venir, comme le RSA, ou le RMI peut-être à l'époque, le RSA aujourd'hui, évidemment, on aboutit à des situations qui sont de type kafkaïen ou orwellien, comme vous préférez. Je vais en parler dans un instant. Donc, départementalisation progressive, oui, c'est ce qui a été décidé comme dynamique à suivre. Après, le rythme de la progression, le diable étant dans les détails, il faut bien l'identifier. Et puis, il y a une pression des élus locaux. On n'a pas encore parlé du problème migratoire ici, mais on va venir. La pression des élus locaux pour que cette progressivité ou cette progression dans le statut d'homme et de l'égalité parfaite sur le plan de l'assistance sociale notamment, ne soit pas sur des dizaines ou vingtaines d'années, mais soit établie très rapidement. Par exemple, le SMIC qui était prévu dans la loi initiale en 2007 pour que le SMIC français, qui s'applique partout dans les départements d'outre-mer, normalement à égalité, même si historiquement, il y a très longtemps, il était à 80% de SMIC français, c'est une autre affaire. Mais donc, il était prévu qu'à Mayotte, il s'applique sur une durée, il se rattrape sur une durée de 15 ans. Et puis finalement, dès 2015, il a été décidé de l'appliquer pratiquement à l'identique. Donc vous avez un coût du travail, même s'il est un peu allégé sur le plan des charges, un coût du travail type hexagonal, par rapport qui est décidé par rapport à une productivité, une organisation productive hexagonale de grand pays à économie d'échelle, qui est plaqué d'un coup comme ça sur un petit territoire où l'économie privée est pratiquement inexistante, à part quelques secteurs de commerce et autres, si vous voulez. Donc, la dynamique de l'emploi va être particulièrement, on va dire, paralysée à long terme. D'accord. Justement, pour rebondir sur ta remarque, en termes d'économie à Mayotte, c'est quoi le poumon économique de l'île? Est-ce que c'est du chômage? Est-ce que c'est des fonctionnaires? Est-ce que oui, le poumon économique, c'est le secteur public, l'activité non marchande, si vous préférez. En gros, j'ai regardé les statistiques tout à l'heure pour les regarder à jour dans les données liées de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'INSEE. En gros, on a la moitié du PIB, la moitié de l'emploi, c'est du secteur public. C'est même pire que ça en réalité, puisque vous avez officiellement 51 000 emplois actifs occupés, 51 000, pour une population de 270 000 habitants bien répertoriés, et peut-être d'après ce que disait le journaliste Pascal Perry tout à l'heure sur les chaînes, sur les mainstream, là jusqu'à 400 000 peut-être personnes. Enfin bon, je reviens à l'emploi. 51 000 emplois, dont 21 000 emplois de fonctionnaires, pas de fonctionnaires, d'emplois publics, pardon. Et puis, salariés privés, seulement 16 800. Seulement 16 800 parce que dans les conditions de productivité locale, avec le coût du travail qu'on a évoqué tout à l'heure, créer de l'emploi marchand, ça relève de l'héroïsme. Alors, il va y avoir des emplois qui tiennent la route dans les secteurs importateurs,
mais un peu, il y avait eu un projet aquacole qui a un peu été aussi, qui est un peu tombé à l'eau, c'est le cas de le dire malheureusement. Tourisme un petit peu. Bon, il y a quelques petits secteurs qui ont du potentiel, mais de là, si vous voulez, on retrouve un peu les mêmes problématiques que l'analyse économique des Antilles ou de l'outre-mer en général, mais en puissance compliquée et bloquée, multipliée par 10. Par exemple, commerce extérieur. Mayotte n'exporte rien. Tout simplement, il importe à peu près un peu moins de 900 millions d'euros par an et il n'exporte rien. Oui, c'est la situation 7 millions d'exportations recensées. Donc, si vous voulez, c'est un circuit économique typique de l'outre-mer où vous avez une économie locale qui est sous perfusion budgétaire. Parce que l'État français, là aussi, ce sont des chiffres, c'est le chiffre de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, dans les chiffres officiels. L'État français dépense à Mayotte, entre ce qu'il ne prélève pas et ce qu'il dépense, un gap budgétaire que ça coûte aux contribuables hexagonal, enfin national, pour la collectivité française en tout cas, 1 milliard 500 millions d'euros par an. Donc, ça veut dire plus de 5 000 euros par tête d'habitants de soutien budgétaire. Donc, tout se passe comme si il y a une perfusion budgétaire qui part de la solidarité nationale qui arrive sur l'économie locale, qui sert essentiellement à une élite, en particulier une élite de fonctionnaires qui va consommer et qui va consommer largement des produits importés de l'Hexagone. Et donc, une partie de cette perfusion budgétaire repart vers l'Hexagone. C'est un moindre mal pour l'économie française sous la forme de paiements privés des importations. D'accord. Si on regarde le PIB par habitant de Mayotte, qui est qui est à 9 900, bon, disons 10 000 euros, perfusé à 50% direct par le budget, par l'appui budgétaire français, ça veut dire que sans cet appui budgétaire-là, on est sûr que le PIB par habitant serait divisé par 2 et même plus faible encore, parce que c'est ce qu'on appelle les effets multiplicateurs en économie, donc peut-être ne serait qu'à 1/3. Donc on est dans une économie sous-développée en réalité. D'accord. Et du coup, le reste de la population, parce que vous avez parlé de 50 000 sur 270 000, ouais. Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'il y a une économie parallèle? Est-ce que c'est du vol, de la délinquance, de la drogue peut-être? Il y a forcément une économie parallèle, ce qu'on appelle une économie informelle dans les pays en développement les plus pauvres. Évidemment, il y a l'enjeu du RSA dans tout ça, l'enjeu du RSA ou ce qu'on appelait le RMI à l'époque. Le RSA, j'ai revérifié tout à l'heure les données officielles, on a à peu près 4 à 5 000 foyers seulement, entre guillemets, par rapport aux masses de population en besoin qui bénéficient de ce revenu d'assistance. Pourquoi? Parce que justement, les détails n'étaient pas fournis dans la documentation, il faut ensuite s'adresser aux spécialistes, mais les montants payés au titre du RSA et surtout les conditions d'éligibilité sont très adaptées. Elles sont dérogatoires du droit commun parce que sinon, on aurait peut-être autant de RSA que d'emplois. Tout simplement, le taux d'activité le taux d'activité des individus entre 15 entre 30, parce que 15 ans, il y a la jeunesse et les études, ça serait différent, mais entre 30 et 49 ans et entre 50 et 64 ans, donc tout l'âge actif, il est inférieur à 45%. Donc, on voit bien que la progressivité, on va dire, du transfert de l'assistance sociale, même si elle a beaucoup avancé, reste évidemment incontournable parce que sinon, on va se retrouver avec une économie, qui sera totalement, elle est déjà beaucoup, totalement administrée et sous perfusion d'assistance. Et c'est pas comme ça qu'on développe un pays, évidemment. Vous nous avez bien décrit une situation économique qui n'est d'ailleurs pas reprise dans la presse, qui nous permet de mieux comprendre. D'ailleurs, vous avez fait un historique très intéressant de comprendre la situation ou comment on en est arrivé là. On a une île à 2 vitesses avec en pleine perfusion. Revenons peut-être sur l'actualité maintenant, oui. la crise. Oui. Alors justement, le paradoxe, c'est que cette économie artificielle, qui est poussée à bout de bras par le budget français, encore une fois, à hauteur de 5 000
5 000 € par habitant par an ou un peu plus, c'est énorme. C'est pas forcément différent d'ailleurs de ce qu'on va avoir en Martinique, en Guadeloupe ou autre, mais la différence c'est qu'à Mayotte, le secteur privé est extrêmement embryonnaire parce que ça vient d'une situation où c'était une économie de type justement celle du pays voisin, des Comores. Mais le paradoxe donc c'est que en même temps tout ce qu'on a dit là, où Mayotte est très 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 en retard par rapport à un univers de pays développés, eh bien elle est en même temps un îlot de prospérité et de possibilités de survivre matériellement beaucoup mieux que ne l'offrent les Comores. Et donc une pompe aspirante évidemment pour tous les Comoriens. Et ce d'autant que ce passé, je dirais géographique, civilisationnel commun, puisque en réalité à Mayotte, c'est la religion musulmane, c'est les langues swahili, les langues locales, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas encore le français en réalité. Donc cet héritage géographique, civilisationnel et même familial commun, puisqu'en fait les familles, on m'avait bien expliqué à l'époque dans l'émission que les familles sont un peu éparpillées comme ça sur les quatre îles de l'archipel au sens géographique du terme, et donc souvent ce sont des cousins, des oncles, etc. Et que d'ailleurs c'est même reconnu officiellement que c'est parfois compliqué parce que vous pouvez avoir des visites légitimes de cousins ou d'enfants ou de choses comme ça, de parents, qui sont bloqués à cause de la situation quand une partie des membres est à Mayotte et les autres sont restés aux Comores. Nonobstant le fait que chaque île peut quand même avoir ses particularités quand même sur un plan de la dynamique culturelle. En jouant par exemple est très différent, plus occidentalisé quelque part, dirait-on, que la Grande Comore qui est l'île principale avec la capitale. Donc pompe aspirante, et puis évidemment difficile de surveiller, de fermer la frontière mahoraise sur un plan logistique, puisque Anjouan est à 70 km, donc effectivement il y a une filière de passages clandestins, les fameux Kwassa, ces bateaux à moteur, mais qui n'est pas sans rappeler quelque part, toute proportion gardée, la problématique des Zodiacs qui traversent la Manche. On voit que la France, c'était rappelé par Pascal Perry tout à l'heure, la France a payé et continue à payer les Comores pour freiner les migrations du point de vue des Comores, de la même façon que les Anglais payent l'État français pour freiner les migrations des proches orientaux qui stagnent dans le Nord-Pas-de-Calais pour aller outre-Manche. Mais ça ne marche pas. Et donc, effectivement, c'est facile de dire, il faudrait plutôt développer les Comores. Ça, c'est la thématique qu'on entend toujours pour freiner l'immigration, développer des économies locales d'émissions de personnes, pas des réfugiés, mais des immigrants économiques, là. Mais c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Et les Comores sont un État fragile, un pays moins avancé, donc avec un niveau de développement parmi les plus faibles du monde. C'est pas une misère au point d'Haïti, par exemple, parce que c'est une petite île, donc ils vivent beaucoup on va dire de pêche, de cueillette, et puis surtout des envois de fonds des immigrés, puisqu'ils ont une diaspora, notamment en France, à Marseille, à La Réunion, à l'île de La Réunion, etc. Donc, dans ces pays-là, typique Haïti ou les Comores, mais avec plus encore une fois, de pauvreté abjecte en Haïti, les gens survivent grâce à ces filières, on va dire, un peu parallèles. Les Comores reçoivent aussi pas mal d'aide des pays islamiques, avec une finance qui parfois fait un peu question d'ailleurs, qui potentiellement pourrait déstabiliser géopolitiquement la région. Mais alors tout ça c'est une situation aussi qui parfois met en danger d'instabilité ou de crise diplomatique immédiate les activités de la Commission de l'océan Indien. La Commission de l'océan Indien, c'est une organisation régionale internationale avec 5 pays membres, dont le siège est à Maurice, qui réunit donc l'île Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores et l'État français, je disais tout à l'heure, au nom de l'île de la Réunion. Mais le sujet de Mayotte est totalement tabou. Et donc, c'est surtout pas au nom de Mayotte que la France est membre de la Commission de l'océan Indien. Dès qu'on est dans une réunion, moi j'ai très très souvent été actif auprès de la Commission de l'océan Indien. Dès qu'on est dans une réunion, si jamais par malheur quelqu'un prononce le mot Mayotte, c'est tout de suite la réunion la délégation comorienne qui va partir, compte tenu de sa non-reconnaissance du statut français de Mayotte, enfin du statut français tel qu'il est de facto, ou dans un écrit, dans un rapport, etc. Donc c'est un sujet qui empoisonne énormément, évidemment, le dialogue régional, international.
Alors surtout si on entend des élus, comme je le disais tout à l'heure, qui préconisent une intervention militaire pour aller freiner la filière, ou casser la filière de l'immigration clandestine, la fabrication des bateaux, des kwassa-kwassa aux Comores. Ça rappelle un peu les années 60 à 70 que j'ai mal connues, je suis pas assez âgé, mais on a quand même entendu parler des mercenaires, hein, les fameuses interventions, les barbouzes, là, les Bob Denard et compagnie. D'entendre dans une période contemporaine un élu de la République qui suggère qu'on devrait avoir, même sans utiliser le nom, un nouveau une intervention à la Bob Denard pour casser les mouvements côté comorien, ce qui est quand même un pays indépendant et souverain sur le plan du droit international public, et on ne fait pas ce type d'opération. Enfin, pour un élu de la République française, je pense qu'il faudrait quand même prendre un petit peu de cours de droit international public avant de dire des choses pareilles. Est-ce que cela je vais être très bref, excuse-moi Alexis, très très brièvement sur ce point. Est-ce que c'est représentatif d'une exaspération réelle de la population ou est-ce que c'est une montée en tension un petit peu excessive et bête? Je pense qu'il y a les deux. Je vais faire une réponse de Normand. Je ne vais pas dire non et non. Je vais dire oui et oui, David. Oui, c'est une montée parce que le problème étant inextricable. Je relisais tout à l'heure des statistiques. On a eu en 2021 23 000 reconduites officiellement, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, 23 000 reconduites de Comoriens chez eux, avant de parler de la crise d'aujourd'hui, hein, de ces jours-ci. Mais il en arrive autant, si ce n'est plus, il en arrive autant clandestinement. Donc, il y a un effet de stock. Évidemment, le recensement officiel nous dit Mayotte a 270 000 habitants et certains évoquent, y compris sur tout à l'heure Pascal Perry, évoquait un chiffre de 400 000 au total quand on prend en compte les clandestins. Mais attention, il y a les clandestins et les clandestins, parce qu'il y a des clandestins qui ne sont pas recensés. Alors, c'est peut-être ceux-là qui sont l'objet de la plus grande exaspération, parce qu'ils sont éventuellement des délinquants ou non, mais ils ne sont pas recensés, mais il y a aussi des clandestins recensés. Alors ça, c'est un truc aussi singulier. En réalité… Ce sont des bons clandestins, ceux-là. En réalité, on me disait à l'époque que même les maires mahorais, parfois facilitaient le recensement, l'inscription en mairie des travailleurs, enfin des Comoriens irréguliers, parce que après ça augmentait le nombre d'habitants de résidents dans la commune et donc les dotations budgétaires. Voilà ce qu'on raconte. Donc, en tout cas, effectivement, si je lis tout à l'heure le document officiel donc de l'agence Institut économique de département d'outre-mer, je lis que d'après le dernier recensement de l'INSEE en 2017, on avait 48% de la population mahoraise, enfin résidente, qui était de nationalité étrangère. Donc c'est donc bien qu'ici, on ne parle pas des clandestins, si je peux dire. On parle de ceux qui sont effectivement plus ou moins répertoriés, en tout cas dans le recensement, et donc 48% de la population mahoraise, enfin résidente, serait de nationalité étrangère, bon, disons comorienne pour l'essentiel, et dont la moitié, disait le document officiel, la moitié en situation irrégulière. Ça veut donc dire qu'on a un quart de résidents comoriens à Mayotte qui sont régulièrement recensés, et sans parler des autres. Ceux qui ne sont pas recensés et qui pourraient être jusqu'à plus de 100 000. C'est toujours difficile ces questions-là parce que même dans un pays riche qui a une armada statistique comme il se doit, je pense en Grande-Bretagne, vous me connaissez, vous vous souvenez que je dis souvent qu'en Grande-Bretagne, il y avait eu au moment des négociations recensé 3 millions d'expatriés européens en Grande-Bretagne par rapport à la discussion sur leurs avantages acquis post-Brexit. Et puis quand on a mis le système en place pour obtenir les permis permanents sur la base des preuves qu'ils apportaient de leur résidence long terme en Grande-Bretagne avant le Brexit, on en a eu 5 millions. Donc, on sous-estimait de 2 millions sur 3, enfin, on passait de 3 à 5 millions sur la mesure des Européens présents en Grande-Bretagne. Alors, imaginez-vous dans un contexte comme ça, en Afrique australe, où toute l'économie aux 3/4 est informelle, le recensement statistique est forcément compliqué. D'ailleurs, le PIB lui-même n'est pas mesuré comme partout ailleurs dans l'outre-mer ou en France. Il a fallu fournir des statistiques à Bruxelles quand Mayotte passait en statut de région ultrapériphérique.
Donc, oui, on a même là-dessus. Alors pour le deuxième oui à la question, David, c'est oui, et en même temps, bah, de toute façon, c'est comme toute frustration, toute difficulté, il y a de plus en plus de délinquance forcenée, on va dire, de la part de certains de ces immigrés comoriens. Et donc, forcément, c'est comme un volcan, hein, c'est un chaudron, c'est comme un volcan qui explose quand l'exaspération devient maximale. Il y a des moments, il faut que, et ça explique, ça ne justifie évidemment pas, mais ça explique comment, hein, sur un plan logique et analytique, on arrive à une situation très regrettable où des élus de la République finissent par faire quasiment des appels au meurtre médiatiques, quoi. Ce qui évidemment n'est pas acceptable sur le plan du droit pénal en France. Et justement, pour revenir sur cette question de Et même sur le plan humain, pardonnez-moi. Ouais. Pour revenir sur la criminalité, je crois qu'on vous a perdu. Non, c'est bon. Pour revenir sur la criminalité, lorsqu'un délinquant ou un criminel, hein, puisqu'on a vu des attaques à main armée, on a vu des choses assez violentes, illégales, comorien se fait arrêter. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des accords avec les Comores? Est-ce qu'il est emprisonné en France? Est-ce qu'il est simplement renvoyé aux Comores, mais du coup, il va revenir peut-être sur les prochaines arrivées? Ouais. Il y a des dispositifs qui sont en place ou pas? Ouais, ça c'est une très bonne question, Alexis, dont j'ai pas la réponse certaine à ce stade. Effectivement, sur les 23 000 reconduits, quelque part, ça veut dire qu'il y a eu l'acceptation par l'État comorien de les reprendre, puisque je pense que c'est là-bas qu'ils ont été reconduits. En même temps, on entend dans les médias aujourd'hui que l'État comorien ne veut pas reprendre d'autres, ceux qui seraient effectivement installés dans des baraquements de fortune, dont l'écrasement et l'élimination a fait l'objet de la suspension par le tribunal local à Mayotte. Donc, je pense que là-dessus, la réalité, elle est ni 100% blanche, ni 100% noire, ou enfin, n'est pas très nette en réalité. Il doit y avoir forcément que l'État comorien, à un moment donné, les reprend, et d'autres moments où il les reprend pas. Il y a un jeu de chat et souris comme ça qui dure depuis tout le temps, en réalité, entre les deux États. Et quelque part, c'est assez ironique, quoi, parce qu'on voit tous les débats qu'on a avec la Cour européenne des droits de l'homme et la problématique de renvoyer chez eux. Les Brexiteurs l'ont connu, nous aussi on la connaît avec nos OQTF qui sont exécutés qu'à 10% maximum, et que parmi les 90% qui restent, on a parfois des terroristes qui se déplacent. On les a repérés ex post, malheureusement. Et donc, de la même façon, aux Comores, il doit y avoir un certain nombre à Mayotte, il doit y avoir un certain nombre de Comoriens qui sont pas là pour faire ce que les pires d'entre eux font. Mais du coup, il y a une tendance, une problématique, une résurgence, une réaction de la population qui se comprend très bien jusqu'à une certaine limite, même si, c'est comme je vous dis, c'est ambigu parce que souvent ce sont des frères en réalité, et des frères ennemis parfois, parce que historiquement, si on remonte avant la colonisation, et ça, la députée Youssoufa le précise à l'envi pour qu'on distingue bien Mayotte des autres Comoriens, mais c'est des îles qui, pour la cité d'ailleurs, se mettaient sur la gueule, hein, je crois qu'elle parle comme ça à un moment donné. Donc oui, mais enfin bon, ça, c'est pas propre à. Il faut pas qu'on ait la mémoire courte. Hein. Chez nous, les Européens continentaux, on peut besoin de remonter très très longtemps en arrière pour une époque où on se mettait sur la gueule, avec une autre échelle d'ailleurs. Donc, et d'autres moyens à notre disposition et une autre comptabilité de mort. Donc, on a toutes ces ambiguïtés là et a priori, Mayotte, maintenant qui est département français et région ultra-périphérique, est censé respecter aussi la CEDH, que ce soit la Convention ou les décisions de la Cour. Donc, je trouve que c'est assez intéressant sur un plan, même si c'est pas moi mon sujet privilégié, la problématique des actions contre l'immigration clandestine, mais c'est un sujet très intéressant pour le coup parce que la France peut avoir tendance à pratiquer, on comprend pourquoi, poussée par les élus et la population de Mayotte, à pratiquer une politique aux marges de la légalité européenne en question, et en même temps, on a nos mêmes représentants qui vont éventuellement souligner l'importance de continuer à respecter cette législation quand il s'agit des relations, par exemple, avec la Grande-Bretagne ou autre, et des immigrés du Proche-Orient, et tout ça au moment où le pacte international pour la gestion des migrations est en train d'avancer dans son parcours législatif.
en droit international public. Vous êtes là? Oui, oui, oui. Oui. Okay. Du coup, on va peut-être passer aux questions du chat. Ouais. Concrètement, pour finir concrètement avec ça, ça veut dire qu'évidemment les prisons locales vont être engorgées par la population comorienne, enfin d'origine, enfin de la population immigrée irrégulière, de la même façon que les maternités ont pu l'être aussi. Je sais pas si elles le sont toujours, mais puisqu'évidemment avec le droit du sol, il est très tentant de venir se poser à Mayotte pour accoucher et avoir un petit Français plutôt qu'un petit Comorien. Enfin derrière tout ça, il y a aussi des enjeux d'identité nationale, même d'identité au sens de Frantz Fanon du terme, pour ceux qui connaissent, la problématique psychanalytique qui peut se poser, de dénigrement de soi-même ou de son propre peuple, de son propre. Moi, quand j'étais à Moroni, à la capitale des Comores, on m'expliquait qu'il y avait une accidentologie assez lourde sur les routes de Grand Comore, la ville principale, non pas tant parce qu'il y avait plus d'accidents en ratio accidentologie, mais parce que la gestion des accidentés, une fois que l'accident avait eu lieu, était évidemment déplorable. Il n'y avait notamment, en termes d'état civil, il n'y avait notamment pas une seule ambulance pour récupérer les accidents de la route. Et donc, les gens les récupéraient, les mettaient comme ça à l'arrière sur la banquette d'une voiture pour les amener à l'hôpital. Donc, après, je ne vous parle pas non plus de l'état de l'hôpital, le cas échéant. Donc, et en même temps, on va refuser de faire une coopération avec l'hôpital et avec la filière médicale de Mayotte parce que il est hors de question de collaborer, de coopérer avec Mayotte tant que Mayotte est française. Voilà, et donc, sur le plan dynamique, le dynamique de développement, d'estimation de soi de ces populations-là, c'est terrible. Tout simplement. On est en train de passer aux questions du chat, mais c'était une Ah bon, question. voilà. Alors parfait. Maintenant, allons-y. Donnons la place au public. Juste avant, je voudrais dire pour tous nos auditeurs de YouTube, si vous avez des témoignages, des considérations, n'hésitez pas à commenter. Si le sujet vous permet de mieux comprendre la problématique, nous vous invitons à la partager. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est un sacrilège. Il faut vous abonner. Merci beaucoup. Absolument. Du coup, on va passer aux questions du public. Du coup, on a Fermit qui nous demande, il nous informe que récemment, il y a eu des découvertes notamment de gaz et de pétrole assez importantes dans la région. Et il voulait savoir ce qu'il en était, est-ce qu'il y avait de la prospection, est-ce qu'il y avait des exploitations qui étaient prévues, ce genre de choses. Ouais, je pourrais pas répondre personnellement à cette question-là parce que j'ai pas travaillé sur ce dossier-là. Effectivement, c'est une problématique de fond, c'est le cas de le dire, qui intéresse beaucoup les questionnements géopolitiques et de ressources sous-marines pour le futur potentiellement. Donc oui, certainement. Bon, ça, si c'est pour soulever la problématique je dirais, l'intérêt stratégique pour la France de maintenir une présence dans la région, que ce soit à l'île de la Réunion ou à Mayotte, également dans les autres outre-mer. Oui, c'est effectivement une problématique qui va aller croissant. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il ne s'est pas encore passé trop grand-chose dans l'exploration, a fortiori l'exploitation de ces ressources marines profondes, mais je sais que l'IFREMER notamment travaille beaucoup sur des problématiques d'identification. Donc potentiellement, oui, c'est un sujet qui reste à l'esprit de nos exécutifs, bien sûr. D'accord. Et du coup, pour rebondir sur cette question-là, on a une autre question qui nous demande si vous voyez un avenir sur une voie possible de développement économique et démographique pour Mayotte, que ce soit par l'exploitation de ces ressources ou d'autres ressources qu'il y aurait à Mayotte ou d'autres compétences peut-être. Oui, écoutez, là-dessus, je vais être un peu en balance entre mon optimisme naturel, en tout cas que les êtres humains trouvent toujours des solutions aux problèmes, et puis en même temps la froide analyse logique de tout ce que j'ai dit, et sur la base également des points de comparaison que je peux avoir avec les autres outre-mer qui finalement par rapport auquel Mayotte finalement fait un bis repetita 70 ans plus tard, quoi. En fait, peut-être c'est le moment d'annoncer aussi la séance de la semaine prochaine sur le cercle Aristote où on va élargir la discussion à l'ensemble des outre-mer justement. Mais pour dire ici tout de suite qu'il y a des limites très très fortes à cette organisation institutionnalo-administrative de département d'outre-mer qui montre ses limites largement
actuellement, ça fait longtemps qu'elle les montre, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un effet de rattrapage partiel sur les 30 à 40 premières années, où le niveau de richesse par habitant passait de 20% à 60% de la moyenne nationale. Et puis depuis, ça stagne. Et on a des situations de plus en plus difficiles à maîtriser et un déclin démographique. En Martinique, on perd 5000 habitants jeunes par an qui quittent le pays. Donc, c'est peut-être le mieux qu'on peut espérer pour Mayotte à horizon 30 ans de faire aussi bien, mais c'est pas très stimulant parce que la Martinique enfin, on voit bien, il n'y a pas d'exportation, il y a très peu de production locale. Ce sont devenus ces économies d'outre-mer, avec l'exception peut-être d'une certaine manière de la Polynésie et surtout de la Nouvelle-Calédonie avec les ressources minérales qu'elle a. Ce sont des économies de comptoir où essentiellement l'économie c'est une économie de consommation. Alors on dit ça un peu partout, mais là il n'y a pas de production derrière ou très peu. Et donc c'est des économies qui n'ont pas d'avenir, et avec ce départ massif qui frappe les Antilles, on a un vieillissement forcené de la population. Évidemment, c'est pas du tout le cas à Mayotte. Pour l'instant, Mayotte, avec sa croissance démographique largement d'ailleurs soutenue par l'immigration, mais pas seulement, même les Mahoraises continuent, enfin les Mahorais en général, le taux de fécondité reste très élevé. Le dernier pointage de la croissance démographique, c'est 3,8% par an. Donc ça veut dire un doublement de la population tous les 20 ans. Et une population qui a pour 50% moins de 20 ans. Donc, on n'a pas ce problème de vieillissement. Mais par contre, on a un problème de pourrissement. Et c'est certainement pire. Donc, je suis pas très optimiste. Je pense que le statut de Dom est complètement utopique, quitte à rester, c'est une question évidemment très sensible avec les Comores, mais quitte à rester dans l'ensemble français, il vaudrait mieux une stratégie de territorialisation avec son organisation juridique et administrative propre. Le problème, c'est que la population locale n'en veut pas. Elle veut la sécurité juridique de l'assistance financière. D'accord, je vois. Du coup, il y a une autre question, cette fois-ci sur l'aspect migratoire. Ce serait un peu une double question. Du coup, on nous apprend que la France verse une aide au développement assez importante aux Comores, qui représenterait un pourcentage significatif de leur PIB. Oui. Et en même temps, la situation de Mayotte, c'est moins de 100 km des Comores et c'est une île qu'on peut venir en bateau. Je sais qu'il y a une base militaire sur l'île, mais est-ce que c'est possible de la transformer en forteresse ou pas du tout? Est-ce que ça va rester une passoire ou est-ce qu'il y a une solution en fait pour gérer ce problème d'immigration, que ce soit en faisant pression sur les Comores pour qu'ils les reprennent ou qu'ils les empêchent de partir ou voilà. Est-ce qu'il y a une solution ou pas à ce problème? Alors, oui, c'est très bon développement et questions associées. Oui, c'est vrai, la France est un bailleur de fonds important pour les Comores et de ce point de vue-là, déroule immédiatement l'idée de la conditionnalité, qui serait de mettre sous condition l'aide, effectivement, à une politique plus forte de leur part, ou flécher une partie de cette aide-là sur des dispositifs anti- et migratoires du point de vue des Comores. On entend souvent parler de ça, même en dehors du cas des Comores. Je connais pas d'exemple vraiment où ça a marché. Et puis, on voit très bien que cette problématique-là n'arrive même pas à être réglée par les Britanniques, y compris dans le cadre du Brexit, alors qu'ils sont sortis de l'Union européenne, mais qui sont toujours membres, enfin signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça fait l'objet de beaucoup de controverses chez eux. Arriver sur l'échelon local de l'océan Indien entre Madagascar et le continent d'Afrique australe, où se situe l'archipel des Comores. Faire de Mayotte la forteresse, moi j'y crois pas. Enfin, ça voudrait ériger des murs sur tout le littoral, staffer des gendarmes nuit et jour sur tout le littoral, ou à contrario, ou encore établir des bâtiments de la Marine nationale qui n'arrêteraient pas de naviguer tout autour. Arriverait à ce moment-là des kwassa-kwassa remplis d'êtres humains et des immigrants clandestins. Regardez ce qui se passe dans la Manche. Bien souvent, les Anglais reprochent aux bâtiments de la Marine nationale française, finalement, ou même de leurs propres bâtiments, me semble-t-il, d'accompagner finalement les Zodiacs, là, les dinghies, jusqu'aux côtes britanniques. Donc, je vois assez mal comment on pourrait repousser ce flux maritime clandestin, informel. C'est certainement, ça peut être lu par certains comme un aveu d'impuissance.
Mais les reconduites, alors les reconduites sont certainement plus efficaces et plus respectueuses des droits fondamentaux humains de ce point de vue-là. Si officiellement il y a eu 23 000 reconduites en 2021, ce sont les chiffres officiels comme je l'ai lu tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités de le pratiquer, quoi qu'en disent nos élus ou les journalistes sur le refus. Donc c'est plus peut-être là qu'il y a de la marge, mais encore une fois, c'est un problème. Je vois pas comment on peut retourner cette tendance, cette tension migratoire. Je connais pas forcément très bien de l'autre côté, du côté de l'outre-mer sud-américain avec la Guyane et le Brésil, mais on a des problématiques similaires en fait. Même si d'un côté c'est terrestre et de l'autre côté c'est maritime. En réalité, Mayotte n'aurait pas dû devenir un DOM et n'aurait peut-être même pas dû rester française en 74. Enfin, si on prend un peu de recul, avec une lecture un peu dénombrilisée française de la chose, mais d'un point de vue international, ça aurait certainement été la bonne approche à l'époque. Bon, maintenant on peut pas, c'est irréversible. Enfin, jusqu'à un certain point, je suppose. Vous savez, si on sort de la CEDH, beaucoup de choses deviennent possibles. Oui. Malheureusement. Oui, en droit. En pratique, ça reste quand même compliqué. Peut-être, je lisais aussi un papier là-dessus. En fait, on peut faire un parallèle dans le statut des Tchégos, l'île que l'Angleterre avait gardée, qui appartenait à l'île Maurice, en fait, et que l'Angleterre a gardé sa souveraineté dessus, qui est contestée par les Mauriciens dans un tribunal international. Peut-être que ça serait plus là-dessus qu'il faudrait se diriger. D'un tribunal international pour statuer sur l'évolution de Mayotte à long terme, passé, présent, futur. Mais évidemment, ça ne sera jamais accepté par les résidents et peut-être même pas non plus par les Comoriens, puisque si vous avez 100 000 Comoriens ou 150 000 Comoriens clandestins à Mayotte, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que Mayotte redevienne comorienne, nonobstant le discours officiel de l'État comorien. D'accord. Une dernière question, Alexis ? Oui, il y a une dernière question. Justement, on a beaucoup parlé des Comores. Est-ce qu'il y a d'autres pays ou d'autres régions qui lorgnent un peu sur Mayotte ou sur ses ressources ou le reste? Ou c'est uniquement un problème comorien? Ouais, c'est fondamentalement une proportion écrasante des Comoriens. Oui, pour toutes les raisons qu'on a citées, proximité géographique, proximité religieuse, culturelle, familiale. Bon, il y a eu quelques Malgaches aussi, je crois, qui sont un petit peu pris parfois dans la traque aux clandestins, mais c'est sans aucune commune mesure avec les Comoriens. C'est vraiment les Comoriens. C'est vraiment un problème comorien mahorais. D'accord. Je remercie Dim8700, Ogmar57, Cassé Marcus pour leurs dons. Ce sont des soutiens qui nous aident énormément, donc on les remercie grandement. Un autre soutien qui nous aide énormément, c'est celui de Monsieur Salmon, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir, donc nous le remercions grandement. Nous allons mettre son Twitter en description de la vidéo. N'hésitez pas à le suivre pour mieux comprendre la situation dans les îles et le Brexit. Une excellente soirée à tous. Merci, Monsieur Salmon. Et peut-être rappeler la semaine prochaine une intervention sur l'outre-mer en général. Ah, avec plaisir le 4, donc vous confirmez cette date. Parfait, parfait. C'est très gentil. Ah, vous faites bien de me le dire. Oui, effectivement, un développement plus long et plus détaillé sur les situations des Outre-mer avec Monsieur Salmon la semaine prochaine. Nous recevons un témoin qui habite à Mayotte demain, pendant 1 heure à 19h aussi. Ça va être intéressant de confronter une perspective plus théorique avec une réalité de terrain. C'est intéressant. Nous vous remercions tous et merci de m'avoir rappelé. Vous feriez un très bon intervieweur, Monsieur Salmon. On va pas se recycler pour la retraite. Bon, voilà. Un grand merci à tous. Une excellente soirée. Merci. Au revoir. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.